Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de la chaîne Comics pour les nuls, mes lectures comics numéro 2, on parle de ce que j'ai lu récemment et de ce que j'en ai pensé. Tout d'abord je voulais vous reparler vite fait de Justice League Saga numéro 1. J'avais fait une vidéo consacrée à ce numéro que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où je dis en détail ce que je pense de ce nouveau magazine. Je vous avais parlé de la couverture variante, ça c'est la couverture A, je vous avais parlé de la couverture B, je vous avais dit que je la trouvais vraiment magnifique, je l'avais pas à ce moment-là, et bien voilà, je l'ai acheté. Ça c'est la couverture B avec Green Arrow en couverture que je trouve vraiment magnifique, que vous pouvez sûrement encore trouver dans vos comic shops. Et je pense que je vais garder celle-là et que je vais revendre l'autre parce que je la trouve juste magnifique. Voilà pour Justice League Saga numéro 1, je m'étends pas plus, vous pouvez regarder la vidéo consacrée si ça vous intéresse. Deuxième lecture récente, ou plus tellement récente, mais quand même de ce mois, c'est Batman Saga numéro 19, la conclusion du deuil de la famille. Le deuil de la famille, c'est le crossover qui nous tient en haleine depuis plusieurs mois sur les séries Batman et affiliés, puisqu'il y a aussi Batgirl. Ici, on a aussi un numéro des Teen Titans, on a un numéro de Redwood and the Outlaws. Nightwing aussi est touché. En fait, toute la Bat Family est touchée par le deuil de la famille. Alors, c'est un crossover qui nous tient, je vous l'ai dit, qui nous tient vraiment en haleine depuis des mois. On attend la conclusion. Personnellement, j'attendais vraiment beaucoup de cette conclusion. Genre un gros événement, un truc de fou. Et ben, j'ai été quand même assez déçu. Finalement, cette fin, voilà, ça laisse un sentiment de ok, tout ça pour ça. Pendant des mois, on a lu, on a été tenu en haleine. Et ben, ok, ça s'arrête comme ça. C'est dommage. C'est dommage de finir une saga comme ça. Pour le coup, Urban Comics n'y est pour rien, puisque c'est le crossover tel qu'il a été publié par DC Comics. Merci par contre à Urban vraiment de nous d'avoir chamboulé un peu sa ligne éditoriale pour nous publier tous les épisodes utiles, puisque on a eu quand même des épisodes de Redwood and the Outlaws et des Teen Titans qui sont d'habitude pas publiés en VF, mais ici c'était important pour la compréhension du crossover, donc ils ont été publiés, merci Urban pour ça. À part ça, voilà, c'est pas super, c'est à lire si on veut connaître la fin, c'est à lire aussi parce que je pense que ça aurait quand même des incidences sur les publications futures. Et puis bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le mois prochain, ou même dans quelques jours, là, puisqu'on n'est plus très loin des sorties urbaines de janvier, et ben une nouvelle saga va commencer, et j'espère que ça sera mieux. Voilà. Troisième publication dont je voulais vous parler, c'est Age of Ultron 4 sur 6, qui regroupe les épisodes 6 et 7. Vous savez qu'il y a en VF 2 épisodes par numéro. Alors j'avais lu un petit peu des critiques, surtout une critique de cette parution avant de la lire. Cette critique disait que dans la première partie, dans le premier épisode, on était vraiment content, enfin que c'était vraiment assez intéressant, ça vient à la suite de ce qui se passait juste avant, et que après dans l'épisode 7, on était un petit peu genre non. Et c'est complètement mon sentiment à la lecture de ça, c'est que l'épisode 6 nous montre toute la suite de ce qui préparait dans les épisodes précédents, également dans le tie-in qu'on avait eu dans le magazine Wolverine. Et par contre, l'épisode 7, je l'ai lu et je me suis dit, oh non, non, pas ça. Pas encore. C'est un peu le truc que j'ai eu. On a un peu l'impression de revoir un truc qui a été déjà fait 1000 fois. Moi, ça me saoule un peu. Je sais que ça va avoir des incidences sur les publications à venir, parce que c'est ce que je lis sur les blogs, sur les forums. J'ai un peu peur des conséquences que ça peut avoir. Je me dis, mince quoi. Est-ce que. Je sais pas. Est-ce que c'était le bon moment pour faire cet event juste après le relaunch où il y a plein de nouveaux lecteurs, dont moi, qui sont arrivés au numéro 1. Et cet event peut changer pas mal de choses alors qu'on était déjà
pas forcément... enfin, on était déjà parfois un peu perdu dans la continuité telle qu'elle est. Est-ce que changer la continuité maintenant? Est-ce que ça va vraiment changer la continuité? Je sais pas. Voilà. Donc, va falloir attendre encore 2 mois, enfin 1 mois et demi, puisqu'on est pas loin de la fin du mois, pour avoir les 2 derniers numéros, voir la fin, voir comment ça va se finir. Du coup, je suis un petit peu moins impatient, mais j'ai envie de savoir la fin quand même. Donc, voilà. Après ça, on parle de une publication VO, parce que ça n'est pas publié en VF, c'est Red Hood and the Outlaws. Je vous en parlais il y a quelques minutes, parce que c'était publié dans Batman Saga pour le crossover Le Deuil de la Famille. Donc il y a quelques épisodes qui ont été publiés en VF, mais l'intégralité n'est pas publiée en VF par Urban Comics. C'est tout à fait compréhensible. Red Hood est un personnage pas très connu en France et qui n'aurait pas forcément été vendeur. Je comprends tout à fait Urban sur ce point-là. Alors, Red Hood and the Outlaws, ça met en scène, vous avez compris, Red Hood et 2 autres personnages. Alors, Red Hood, qui c'est? Red Hood, c'était le premier Robin. Donc, vous savez que Batman a presque toujours eu ce qu'on appelle un sidekick, un partenaire, qui s'appelait Robin. Enfin, surnom Robin. Le premier ayant été Jason Todd. Le deuxième, ça a été Dick Grayson, qui est ensuite devenu Nightwing. Et le troisième, ça a été Tim Drake, qui est ensuite devenu Red Robin, qui officie au sein des Teen Titans. Et le dernier en date, c'est Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne. Alors, cette série met en scène Red Hood. Il faut savoir que dans une saga qui a eu lieu dans les années 70-80, Jason Todd, sous le masque de Robin, a été tué par le Joker. Vraiment tué, pas une mort on fait semblant et puis il revient 4 numéros plus tard. Une vraie mort. Pendant des années et des années, Jason Todd était mort. Et puis, Jason Todd est revenu à la vie. De ce que j'ai lu dans ce tome 1, puisque c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant sur Red Hood, il aurait été plongé dans un puits de Lazare. Les puits de Lazare, c'est ce qu'utilise Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Assassins, pour rester en vie perpétuellement, pour accéder à l'immortalité, pour en tout cas retarder sa vieillesse. Et quelqu'un aurait plongé Jason Todd dans un puits de Lazare pour le faire revenir à la vie. Donc Jason Todd est revenu à la vie en voulant beaucoup au Joker, mais en voulant presque plus à Batman, parce que si c'est le Joker qui l'a tué, Jason Todd considérait que Batman avait laissé faire les choses, et donc il en voulait beaucoup à Batman. Ça c'est dans des publications un peu plus anciennes. Dans cette publication, dans donc le tome 1 de Red Hood and the Outlaws, qui regroupe les épisodes, je vais vous dire ça tout de suite, je regarde pour pas vous dire de bêtises, qui regroupe les épisodes 1 à 7 de la série. Red Hood est un petit peu calmé par rapport à sa haine qu'il avait envers Batman. C'est toujours pas son meilleur ami, mais ça s'est un peu calmé. Et il va rencontrer 2 personnages avec qui il va, par la force des choses, être amené à fonder une équipe. Le premier de ces personnages, c'est une princesse extraterrestre de la planète Tamar, qui s'est retrouvée sur Terre un peu contre son gré. Je vais vous retrouver une belle image. Elle s'appelle Coriander, et donc voilà, c'est elle ici. Voilà, la princesse, donc pas l'héritière au trône normalement, mais la deuxième. Et on apprendra un peu plus tard qu'elle a été envoyée en esclavage sur une autre planète, tout ça, qu'elle en veut beaucoup à sa sœur. Ce sera l'intrigue, une des intrigues du tome 2. Et le troisième protagoniste, troisième membre de cette équipe, c'est Roy Harper, nom de code Arsenal. Et Roy Harper, c'est en fait l'ancien sidekick, le sidekick historique de Green Arrow. Alors voilà, ils sont là tous les 3 en couverture. Donc Roy Harper, Arsenal, comme Green Arrow, utilise des arcs. Il a un peu le même look, le même uniforme, tout ça que Green Arrow, sauf que lui c'est en rouge. Voilà, donc cette équipe est vraiment sympa. Elle va être amenée à combattre le crime, mais pas la manière des autres héros, puisque leur nom, The Outlaws, les hors-la-loi,
est vraiment à propos, puisqu'ils font ça de manière un peu borderline, si on peut dire. J'ai beaucoup aimé cette série, vraiment beaucoup aimé. J'ai fait un petit peu un coup de poker, c'est-à-dire j'ai acheté les tomes 1, le tome 1 et le tome 2 d'un coup, en me disant est-ce que ça va me plaire? Bah, du coup oui, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Euh, c'est vraiment bien. Alors, c'est un petit peu irrévérencieux parfois, un petit peu... et c'est un peu drôle. J'ai retrouvé des petits airs de Deadpool, vraiment des petits airs, hein. Il n'y a pas tout le côté vraiment déjanté de Deadpool, mais des petits airs, et puis vraiment c'est une série, on se prend pas la tête, c'est cool à lire, c'est vraiment, on passe des bons moments, et puis on a un petit peu d'univers Batman, mais sans trop. Dans le tome 2, on a une apparition de Superman à la fin, du coup ça nous permet de voir Superman dessiné par Kenneth Rocafort. Je vais vous retrouver l'image. Forcément, si je cherche dans le tome 1, je vais pas aller bien loin. Voilà, je vais vous retrouver Superman dessiné par Kenneth Rocafort, qui est différent hein, de ce qu'on voit dans Action Comics et Superman. Moi, j'aime bien. Moi, vraiment, j'aime bien. Voilà, de manière générale, j'aime vraiment bien le dessin sur cette série. J'aime bien le dessin, j'aime beaucoup le scénario. Scott Lobdell assure, comme il assure sur Superboy et sur Teen Titan. Donc voilà, si vous lisez l'anglais, que vous cherchez une série peut-être un petit peu moins mainstream, et bien voilà, Redwood and the Outlaws, The New 52, ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, et j'ai vu que le tome 3 également est déjà paru, donc vous avez déjà pas mal de lectures si vous voulez vous intéresser à ça. Voilà pour les comics. Je voulais vous parler aujourd'hui en dernier d'une bande dessinée. On sort de l'univers comics puisque j'ai lu une bande dessinée qui n'est pas un comics et ça m'a beaucoup plu. Je voulais vraiment vous en parler. C'est La Petite Mort de Davy Mourier. Alors, Davy Mourier, qui c'est? C'est un gars que j'ai découvert moi il y a plusieurs années dans une web série qui s'appelait Nerds. Nerds, c'est une web série très très drôle que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et pendant longtemps, pour moi, Davy Mourier c'était le gars qui fait le mec débile dans Nerds. Et en fait, Davy Mourier c'est bien plus que ça, puisque c'est également un dessinateur de bande dessinée, un gars qui écrit des sketchs, qui a fait un spectacle récemment à Paris qui s'appelait Petite Dépression entre amis, que j'ai pas pu voir mais que j'aimerais beaucoup si j'en ai l'occasion. Il a également fondé le Golden Show avec Monsieur Poulpe, qui était également dans Nerd, et depuis la fin du Golden Show, il est toujours membre du collectif Golden Moustache, qui fait des vidéos sur internet. Vous pouvez aller voir ça sur goldenmoustache.fr ou .com, enfin si vous tapez Golden Moustache dans Google, vous verrez. Et donc il avait déjà publié 2 bandes dessinées, un peu autobiographiques, que je n'ai pas lues, mais que j'ai commandées tout de suite après avoir lu La Petite Mort, donc peut-être que je vous en parlerai une autre fois. Alors c'est pas du comics, mais c'est quand même vachement bien. C'est voilà, de la BD comme ça, dessinée, parfois en noir et blanc, parfois en couleur. Le pitch, en gros, c'est l'histoire de La Petite Mort, ce personnage que vous voyez en couverture. La Petite Mort, c'est le fils de Papa Mort et de Maman Mort. Hein, donc Papa Mort, son boulot c'est d'être faucheuse dans la vie, c'est la mort qui vient chercher les gens quand leur heure est arrivée, et la petite mort, logiquement, devrait suivre les pas de son papa et devenir faucheuse. Sauf que elle veut devenir fleuriste. Et c'est voilà, c'est ça le point de départ d'une bande dessinée drôle, vraiment drôle. Alors, si vous êtes un peu hermétique à l'humour, parfois pipi caca de Davy Mourier, eh bien, dans cette BD, il n'y a pas du tout ça. Il y a de l'humour un peu noir, ça rit, de sujets qui nous touchent tous. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. Le dessin est très stylé aussi. C'est super cool. C'est entrecoupé de fausses pubs, comme celle-ci. Voilà. Coca-Cola. Plein de trucs vachement marrants comme ça. Préfacé par Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, avec à la fin des dessins des amis de Davy Mourier. Donc ici un truc style Bref fait par Navo et Kian Kojandi de la série Bref.
Ici, des dessins de ses amis, Bérangère Krief, Simon Astier, derrière on a Dedo, Monsieur Poulpe, François Descraques qui était sur Le Visiteur du Futur. Voilà, vraiment une super petite BD si vous voulez sortir un peu des comics, ça c'est à conseiller. A noter aussi que c'est une BD qui fonctionne avec de la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous flashez le QR code au début, ça vous installe une application qui fonctionne à chaque fois dès que vous voyez ce petit logo là, la petite mort, et bien vous le flashez et vous voyez des choses en réalité augmentée. Je ne l'ai pas lu avec la réalité augmentée parce que mon téléphone Android est en train de décéder. J'en aurai bientôt un nouveau, donc je pourrai relire cette BD avec tous les éléments de réalité augmentée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour mes lectures comics. Dans les mois qui viennent, enfin dans les émissions qui viennent, on parlera de Savage Hawkman que je suis en train de lire, et on parlera également de Watchmen que je suis aussi en train de lire. Gros pavé, pilier de la culture comics. On en parlera dans les prochaines émissions. La prochaine fois, on termine le dossier sur les publications VF Marvel en kiosque par Panini. Et puis la fois d'après, pour mes lectures comics, on parlera du coup de Savage Hawkman, de Watchmen, et sûrement de tous les comics que je vais avoir pour Noël. Allez, voilà, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes si j'aurai pas l'occasion de refaire une vidéo d'ici là. Et puis, en attendant, lisez des comics. À bientôt.